Kevin Costner a toujours été une icône d'Hollywood. Il est connu pour ses rôles légendaires et sa présence continue sur le grand écran. Il est depuis toujours un classique d'Hollywood. D'un autre côté, la célébrité n'a pas eu la vie facile ces derniers temps. Les fans et les critiques ont exprimé des inquiétudes quant à la direction que Kevin Costner semble prendre dans sa vie. Ces inquiétudes sont dues à un certain nombre de facteurs, dont des défis personnels et des revers professionnels. Que se passe-t-il exactement en coulisses pour cet acteur très apprécié ? Nous allons nous pencher sur les problèmes qui affligent de Kevin Costner et analyser les événements qui ont jeté une ombre sur sa carrière autrefois si fière. Et si vous êtes un vrai fan de Kevin Costner, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Passons maintenant au sujet principal pour aborder cette question. Cela se fera dans le cadre de la discussion d'aujourd'hui. En même temps, c'est inquiétant, mais cette histoire est tellement inattendue qu'elle est totalement inespérée. Le 18 janvier 1955, Kevin Costner est né dans la ville de Linwood, dans l'État de Californie. La ville de Compton, en Californie, a été son lieu de résidence principale pendant son enfance. Et ses parents, William et Sharon Costner, ont eu la plus grande influence sur sa vie. Bien que Kevin soit le cadet d'une famille de 3 garçons, l'enfant du milieu, né prématurément, n'a pas survécu aux premiers mois de sa vie. Pendant son enfance, sa mère Sharon a travaillé comme bénévole pour une organisation caritative et son père, William, a travaillé comme électricien et est finalement devenu cadre supérieur dans le secteur des services publics. Les 2 parents étaient très travailleurs. L'histoire familiale de Costner peut être retracée jusqu'aux immigrants allemands arrivés aux États-Unis au XVIIIe siècle. Outre un certain héritage anglais, irlandais, écossais et gallois, l'histoire familiale de Costner pourrait également inclure quelques immigrants allemands. Il a grandi dans un foyer baptiste et, bien qu'il n'ait pas manifesté un grand intérêt pour les matières académiques, il se passionnait pour le sport, en particulier le football. L'enfance de Kevin a été marquée par un intérêt marqué pour le football. Il a également écrit des poèmes, pris quelques leçons de piano et s'est même produit dans la chorale de l'église locale. C'était une personne vraiment talentueuse. Le film How the West Was Won, qu'il a vu dans sa jeunesse et qui a déclenché son amour pour les westerns, a été l'une des premières choses qui l'ont marqué. En bref, l'adolescence de Kevin a été comme un tour de montagne russe. Il a connu des hauts et des bas pendant cette période. Durant son enfance, Kevin a été contraint de fréquenter différentes écoles, son père ayant dû déménager plusieurs fois dans l'État de Californie en raison de son travail. Il a d'abord vécu à Ventura, puis a déménagé à Visalia, où il a fréquenté la Mount Whitney High School et est devenu membre de la fanfare de l'école. Il a terminé la Villa Park High School en 1973, où il a joué au baseball et a même eu comme coéquipier Dennis Burt, qui est devenu plus tard lanceur dans la Major League Baseball. Immédiatement après son diplôme de fin d'études secondaires, Costner s'est rendu à l'Université d'État de Californie à Fullerton et a obtenu une licence en 1978. Pendant son séjour, il a notamment rejoint la fraternité Delta Chi. Ce n'est toutefois qu'au cours de sa dernière année d'études qu'il a commencé à s'intéresser à la danse et à la comédie. En 1978, Kevin a fait une rencontre fortuite lors de sa lune de miel à Puerto Vallarta. Cet événement allait changer sa vie. Richard Burton, un acteur, était l'une des personnes qu'il a rencontrées lors de son voyage. Alors que Kevin hésitait encore à se lancer dans une carrière d'acteur, il a demandé conseil à Burton. Burton l'a non seulement encouragé à poursuivre ses ambitions, mais lui a également assuré qu'il était possible de mener une vie privée stable tout en travaillant comme acteur. Suite à cette rencontre, Kevin a pris la décision de se lancer dans une carrière d'acteur. Kevin a commencé à prendre des cours de théâtre 5 fois par semaine et a reçu le soutien total de sa femme après avoir accepté un emploi dans le marketing. Kevin a ensuite commencé à prendre des cours de théâtre. Je n'ai occupé le poste de marketing que pendant 30 jours. Kevin a accepté une multitude d'emplois pour gagner sa vie tout en poursuivant son rêve. Il a travaillé sur des bateaux de pêche, conduit des camions et a même fait visiter les maisons de célébrités d'Hollywood. Tout en participant à des auditions, ses emplois l'ont aidé à financer ses études d'art dramatique. Ce n'est qu'en 1981 que Sizzle Beach, USA, est enfin sorti. Et même alors, il n'a pas attiré beaucoup d'attention jusqu'à ce qu'il soit réédité en 1986. La première apparition de Kevin Costner au cinéma a été dans ce film, qui a été tourné à l'origine en 1978-1979, mais n'est sorti qu'en 1991. En raison de ses problèmes de sortie, de nombreuses personnes ont eu l'impression que son premier film était The Touch. En 1982, Kevin Costner a joué dans le film Night Shift, sous la direction de Ron Howard. Dans une scène de fête déjantée se déroulant dans la morgue de New York, il incarnait le rôle de Ash One, un étudiant de fraternité. Bien qu'il s'agisse d'un rôle relativement mineur, c'est l'un de ses premiers rôles au cinéma sur grand écran. En 1983,
Kevin Costner a fait un caméo dans un spot publicitaire pour l'Apple Lisa. Il a également eu des rôles secondaires dans les films Table for Five et Testament, qui traitent d'un holocauste nucléaire. Durant cette période, il a également été casté pour le film The Big Chill. Bien que ces scènes d'Alex, l'ami décédé, aient finalement été retirées du film, cette entreprise l'a mis en contact avec le réalisateur Lawrence Kasdan, qui lui a assuré qu'il offrirait à Costner un rôle dans une production ultérieure. Cette promesse a été tenue avec le film Silverado, qui a marqué la percée de Kevin Costner. La même année, il a également fait une apparition aux côtés de Kiefer Sutherland dans un épisode de Amazing Stories de Steven Spielberg. Il a également joué dans les films moins connus Fandango et American Flyers. Mais ce n'était que le début de sa carrière. Il a connu sa grande percée en 1987 lorsqu'il a joué le rôle de l'agent fédéral Elliot Ness dans le film Les Incorruptibles. La même année, il a également incarné le personnage principal du film à suspense No Way Out. Ces films ont fait de lui une star du cinéma. Immédiatement après, il a joué dans 2 films de baseball, Les Hommes d'Annie et Le Chant des Rêves, ce qui l'a aidé à consolider sa position dans l'industrie hollywoodienne. Le film épique Danse avec les loups a été le premier film que Kevin Costner et le producteur Jim Wilson ont produit ensemble sous la bannière de Tig Productions, fondée en 1990. Costner a été à la fois le réalisateur et l'acteur principal du film, qui a reçu un total de 12 nominations aux Oscars et en a finalement remporté 7, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Kevin lui-même. Grâce à cette performance, il est devenu un acteur majeur de l'industrie. Avec l'intention de ne pas se reposer sur ses lauriers, Kevin a repris le personnage classique de Robin des Bois dans le film Robin des Bois, le roi des voleurs, qui est sorti dans les salles en 1991. Le film a été un grand succès au box-office, bien qu'il ait été diversement accueilli par la critique. Il a ensuite joué le rôle du procureur de district Jim Garrison dans le thriller politique controversé JFK, scène de crime à Dallas, réalisé par Oliver Stone. Kevin a été nommé pour un Golden Globe pour sa performance saluée par la critique, bien que l'authenticité historique du film ait fait l'objet de nombreuses controverses. L'année suivante, Gessiner and Kevin a tourné avec Whitney Houston dans le film Bodyguard, qui est devenu un phénomène dans le monde de la popularité. Dans le film A Perfect World, réalisé par Clint Eastwood, et avec Kevin dans le rôle principal, il a poursuivi sa série de succès en jouant le rôle d'un criminel en fuite. Son charme doux a convaincu les spectateurs, bien que son rôle soit loin d'être effrayant. Avec la sortie de Waterworld, la carrière de Kevin a subi un net revers. Outre des critiques mitigées, ce film de science-fiction post-apocalyptique a également été critiqué pour ses coûts de production exorbitants. Kevin espérait que le film serait un succès au box-office, mais il n'a pas eu le succès qu'il espérait. Dans le film The Postman, qu'il a également réalisé et dans lequel il tenait le rôle principal, les choses ont empiré. En plus d'être un échec commercial, le film a reçu de nombreuses critiques négatives et a même remporté un certain nombre de framboises d'or, dont les prix du pire film et du pire réalisateur. Mais tout n'a pas été rose à cette époque. Ronald Shelton, qui avait précédemment dirigé Kevin dans le film Bull Durham, était le réalisateur de la comédie sur le Golf Tin Cup, dans laquelle Kevin jouait le rôle principal en 1996. Le public s'est souvenu du talent de Kevin à jouer des personnages agréables de tout un chacun, ce qui a été renforcé par l'accueil positif réservé au film. À cette époque, Kevin devait jouer le rôle principal dans le film Air Force One, mais il a finalement décidé de se concentrer plutôt sur l'achèvement de The Postman, ce qui a conduit à la sélection d'Harrison Ford pour le rôle. Message in a Bottle, une adaptation cinématographique du roman de Nicholas Sparks, est sorti en 1999 et il a joué dans le film aux côtés de Robin Wright. Malgré des critiques d'Iran divergentes, le film a été un succès au box-office. La carrière de Kevin a commencé à se redresser en 2000 avec le film 13 Days, dans lequel il jouait le rôle de Kenneth O'Donnell, un conseiller important pendant la crise de Cuba. 14 Days est sorti, le western Open Range qu'il a réalisé et dans lequel il a joué le rôle principal est sorti en 2003 et a reçu des critiques positives de la part des critiques de cinéma et a fait un score étonnamment bon au box-office. Dans le genre western en particulier, cela a signifié le retour de Kevin à son niveau de performance antérieur. Dans le film The Upside of Anger, dans lequel il jouait un ancien joueur de baseball, il a poursuivi sa performance précédente avec un grand rôle secondaire. Il a reçu des éloges de la part des critiques et a été nominé pour un certain nombre de prix, ce qui montrait que Kevin avait encore beaucoup à offrir. Tout au long de sa carrière, Kevin a travaillé régulièrement et est apparu dans des films tels que The Guardian et Mr. Brooks, dans lesquels il jouait le rôle d'un tueur en série. Treehouse Films était le nouveau nom de sa société de production connue auparavant sous le nom de Tig Productions. La même année, il a joué un rôle dans le film Swing Vote
Dans cette comédie politique, il a prouvé sa capacité à combiner l'humour et le drame. En 2010, le film The Company Man est sorti, dans lequel Kevin a joué aux côtés de Ben Affleck et Tommy Lee Jones. Le film, qui a été présenté en première mondiale au Festival du film de Sundance, a reçu des critiques positives, bien qu'il n'ait pas connu de succès commercial notable. Après 7 ans d'absence, Kevin Costner a annoncé en 2011 qu'il avait l'intention de réaliser A Little War of Our Own. Il s'agirait de son premier film en tant que réalisateur. Au vu de son remarquable palmarès, il ne faisait aucun doute qu'il possédait les compétences nécessaires pour assurer le succès du projet. Il y avait également la possibilité qu'il collabore à nouveau avec le réalisateur Kevin Reynolds pour le film Learning Italian, ce qui augmenterait encore l'impatience des fans. Le film d'action et d'aventure, A Little War of Our Own, se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et met en scène Kevin Costner dans le rôle du shérif d'une petite ville qui tente de maintenir la paix pendant que le reste du monde se bat pour survivre au conflit. Costner et le producteur, Armand Bernstein, ont été fascinés par le récit de Dan Gordon. Ils ont donc décidé d'attribuer le deuxième rôle principal du film, qui était celui d'un commandant de sous-marin allemand. D'autre part, malgré l'enthousiasme initial pour ces projets, aucune information supplémentaire n'a été donnée depuis les premières déclarations concernant leur production. Les fans de Kevin Costner attendent toujours avec impatience que l'acteur et réalisateur donnent vie à ces histoires. À peu près à la même époque, Kevin a fait un caméo dans le film Funny or Dies, Field of Dreams 2 et NFL Lockout, dans lequel il se moquait du rôle emblématique qu'il tenait dans Field of Dreams. Il a ensuite joué le rôle de Jonathan Kent, le père adoptif de Superman, dans la nouvelle version de la franchise Superman réalisée par Zack Snyder et intitulée Man of Steel. La mini-série Hatfields and McCoys, dans laquelle Kevin Costner a joué en 2012, a sans aucun doute été l'un des comebacks les plus marquants de sa carrière. Il ne fait aucun doute que la carrière de Kevin Costner a connu toute une série de hauts et de bas. Dans cette série en 3 parties, Kevin Costner a joué le rôle de Davy Lance Hatfield, le patriarche de la famille Hatfield, qui a été impliqué dans le conflit controversé avec les McCoy. La mini-série est basée sur l'histoire vraie de l'une des querelles familiales les plus épiques de l'histoire des États-Unis d'Amérique. La mini-série a été diffusée sur la chaîne History Channel. Le conflit acharné entre les Hatfield et les McCoy a duré des décennies et menaçait dangereusement de dégénérer en une guerre à part entière entre les États du Kentucky et de Virginie occidentale. Un nombre étonnant de 13,9 millions de téléspectateurs ont regardé la première de la série le 28 mai 2012, qui a été un succès inattendu. La présence d'un public aussi nombreux indiquait clairement que Costner était de retour dans le jeu. Pour beaucoup, c'était un rappel de la présence impressionnante de l'acteur à l'écran et de sa capacité à incarner des personnages aux multiples complexités. Pour jouer le rôle de Davy Lance Hatfield, Costner devait avoir une compréhension profonde du caractère dur et impitoyable de la vie dans les Appalaches à la fin du XIXe siècle. Costner a créé une interprétation à la fois dramatique et subtile. Sa performance dans le rôle de Hatfield lui a valu une série de prix importants, qui lui ont valu une large reconnaissance et une renommée méritée. Son retour au sommet du monde du divertissement a été souligné par le fait qu'en 2012, il a remporté l'Emmy Award de l'acteur principal exceptionnel dans une mini-série ou un film. Cette victoire triomphale a été une performance remarquable. 1 an plus tard, il a reçu le Screen Actors Guild Award pour la performance exceptionnelle d'un acteur masculin dans une mini-série ou un téléfilm. Ce prix lui a été décerné en reconnaissance de son travail. En outre, en 2013, il a reçu le Golden Globe Award pour la meilleure performance d'un acteur dans une série limitée ou un téléfilm. Le fait que Costner était capable de donner vie à un personnage et de le faire apprécier par les gens a été prouvé par les récompenses qu'il a reçues. Un tournant pour Costner a été le succès de Hatfields and McCoys, qui a donné lieu à une série de rôles dans différents genres cinématographiques dont il a finalement émergé. Dans le thriller d'espionnage Jack Ryan Shadow Recruit, qui est sorti en 2014, il a joué le rôle de Thomas Harper, un mentor pour le garçon auquel le titre du film fait référence. La même année, Kevin Costner a joué dans le film au rythme effréné 3 Days to Kill, dans lequel il a pu démontrer ses compétences dans un environnement sous haute pression. Il a également joué le rôle de Sonny Weaver Jr. dans le drame sportif Draft Day, un film qui explorait le monde du recrutement dans la National Football League, NFL. Lorsque Kevin Costner a produit le film Black or White et y a joué, il a démontré encore plus clairement sa polyvalence. Cette pièce de théâtre très remarquée a abordé aussi bien les problèmes raciaux que familiaux. Le film a été présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto en 2014 et est sorti en salle l'année suivante.
Bien qu'il n'ait pas atteint le rang de blockbuster, Black or White a reçu des récompenses pour sa narration qui pousse à la réflexion et pour l'interprétation sincère de Costner. Dans le film McFarland, USA, sorti en 2015, Kevin Costner a joué le rôle de l'entraîneur Jim White. Le film, basé sur l'histoire vraie d'une équipe de cross-country de lycée qui participait à des compétitions dans une petite ville de Californie, a reçu des critiques positives en raison de son message de motivation et de ses performances exceptionnelles. Pour rappeler sa capacité à jouer des personnages qui représentent la persévérance et la détermination, l'interprétation de Kevin Costner dans le rôle de l'entraîneur qui mène son équipe à la victoire a servi d'exemple significatif. Hidden Figures est un film sorti en 2016 qui raconte l'histoire de 3 femmes afro-américaines qui travaillaient à la NASA au premier jour du programme spatial des États-Unis. Kevin Costner a joué le rôle d'Al Harrison dans le film. L'interprétation par Costner de son rôle, un responsable du groupe de travail spatial de la NASA, a été salué pour sa profondeur et sa complexité. Son personnage était une synthèse fictive d'un certain nombre de personnes réelles. Grâce au succès critique et au box-office de Hidden Figures, la réputation de Kevin Costner dans l'industrie du divertissement s'est encore renforcée. Aaron Sorkin a fait ses débuts de réalisateur avec le film Molly's Game, dans lequel Kevin Costner et Jessica Chastain ont joué l'année suivante. Le film, basé sur l'histoire vraie de Molly Bloom, qui dirigeait une partie de poker aux enjeux élevés, a donné à Kevin Costner l'occasion de jouer le rôle du père de Molly, une personnalité complexe qui entretenait des relations tendues avec sa fille. À plusieurs reprises, sa performance a été saluée pour sa profondeur émotionnelle. Yellowstone est une série télévisée dans laquelle Costner joue depuis 2018 et à la production de laquelle il participe. La série, qui tourne autour de la famille Dutton et de son immense ranch dans le Montana, a connu un énorme succès très rapidement après sa première diffusion. Yellowstone a réussi à attirer l'attention des téléspectateurs et est rapidement devenue l'une des séries les plus regardées à la télévision. La combinaison du drame, de l'intrigue et des paysages époustouflants de l'Ouest américain a contribué au succès de la série. Il s'agissait du premier rôle régulier de Kevin Costner dans une série télévisée et il s'est avéré marquant pour lui. Elle l'a maintenu sous les feux de la rampe et lui a apporté une nouvelle génération de fans. Kevin Costner est confronté à un défi de taille avec sa tentative la plus récente et la plus ambitieuse, Horizon, une histoire américaine. Et ce, même si Yellowstone et d'autres projets récents ont connu un succès fantastique. Ce projet, une immense épopée de western qui sera divisée en 4 parties, est une affaire de cœur pour Kevin Costner, qui rêve depuis 1988 de porter ce récit à l'écran. Costner a non seulement réalisé ses films, mais il y a également tenu le rôle principal. Il a mis son cœur et son âme dans chaque partie de la production. Si vous êtes un fan de la série, vous serez d'accord pour dire que Kevin Costner a un talent certain pour raconter des histoires. En particulier lorsqu'il s'agit de représenter l'esprit de l'Ouest américain, il a déjà été prouvé que Kevin Costner est capable de créer une histoire qui parle aux gens, en mettant en scène Yellowstone avec une intrigue captivante et des personnages aux multiples facettes. Son travail se distingue des autres œuvres du genre par sa profonde sensibilité aux paysages accidentés, aux tensions entre tradition et progrès et aux épreuves personnelles que traversent ces personnages. Avec la sortie d'Horizon, une histoire qui se déroule aux États-Unis, Kevin Costner repousse encore plus loin les limites de ses capacités créatives. Cet énorme projet n'est pas simplement un autre western, mais le résultat de décennies d'amour et de dévouement au cinéma sur la période concernée. Si vous avez été fasciné par la dynamique subtile et les images magnifiques de Yellowstone, il est fort probable que vous soyez intéressé par la façon dont Costner améliore ses composants dans Horizon. Si c'est le cas, vous êtes un excellent candidat pour ce suspense. Malheureusement, le premier chapitre d'Horizon est sorti en juin 2023. Néanmoins, malgré le fait qu'il soit sorti, il n'a pas bien marché au box-office, indépendamment de sa sortie. Alors que le budget était censé dépasser les 100 millions de dollars, le film n'a pu rapporter qu'un maigre 24 millions de dollars dans le monde. Compte tenu du fait qu'il n'a rapporté que 11 millions de dollars le premier week-end de sa sortie. Il s'agit toutefois d'un très mauvais résultat. L'un des projets dans lesquels Costner avait investi beaucoup de temps et d'efforts, tant sur le plan financier qu'émotionnel, s'est soldé par des résultats qui, dans l'ensemble, ont été plutôt décevants. La décision qui a dû être prise a été difficile à prendre car le premier chapitre ne correspondait pas aux attentes qui avaient été placées en lui. Le calendrier de sortie a retiré la bande-annonce du deuxième volet de l'histoire américaine Horizon qui était prévu pour août 2023. La bande-annonce devait être publiée en août 2023. Au lieu de procéder à la sortie initialement prévue, Costner et sa société de production Territory Pictures en sont venus à la conclusion qu'ils devaient adopter une stratégie différente.
Il a été décidé de se concentrer sur la vidéo à la demande dans l'espoir de donner plus de temps au premier chapitre pour construire une base de fans et générer de l'attention. Cette décision a été prise dans l'espoir de créer ce temps supplémentaire. Cette décision a porté un coup dur à Costner qui avait investi des millions de son propre argent dans le soutien du projet Horizon. Costner a été victime de cette décision. D'un autre côté, malgré le revers subi, Costner et Territory Pictures ont exprimé leur confiance dans le fait que la série finirait par trouver son public. La société a fait une déclaration dans laquelle elle exprimait son appréciation pour le soutien qu'elle avait reçu de la part des propriétaires de salles et des fans. En outre, ils voulaient exprimer leur gratitude pour le soutien et la foi dans le film. Il n'était pas totalement inattendu que la décision soit prise de ne pas distribuer le film en salle, compte tenu des mauvais résultats du film au box-office. Mais pour Costner, la pilule était amère, car il avait imaginé Horizon comme une épopée tentaculaire qui fascinerait les spectateurs et laisserait un long héritage dans le genre du western. Il avait imaginé Horizon comme un film qui laisserait une impression durable. Le fait que le projet ressemble à des films comme Dune, dont l'histoire entière ne sera peut-être pas comprise tant que toutes les parties n'auront pas été dévoilées, lui apportait un certain réconfort. Néanmoins, le flou qui entourait le projet était un énorme fardeau pour lui. Ceux qui sont critiques à l'égard d'Horizon et ceux qui sont des initiés du secteur ne sont pas d'accord sur les facteurs qui ont contribué aux mauvaises performances de l'entreprise. Certains estiment que la décision de sortir le film pendant le Festival de Cannes n'était pas la plus judicieuse. Cela s'explique par le fait que le film n'a probablement pas répondu aux attentes des critiques présents au festival. Plusieurs personnes ont fait remarquer que la structure du film, qui devait servir de base aux parties suivantes, pouvait donner aux spectateurs l'impression qu'il manquait quelque chose à l'histoire. C'est un point qui a été soulevé par toutes ces personnes. Un certain nombre de facteurs ont contribué à rendre ce problème encore plus difficile à gérer. L'un de ces facteurs est le fait que la production du troisième volet de Horizon a déjà commencé. D'autre part, il n'y a aucune information sur les dates de sortie des chapitres 3 et 4 et Warner Bros. Et New Line n'ont pas encore acquis les droits de distribution des films suivants. De ce fait, la situation, qui était déjà difficile auparavant, est devenue encore plus difficile en raison de l'incertitude supplémentaire. Malgré le fait que les choses soient déjà difficiles, il y a des spéculations selon lesquelles Kevin Costner ne pourra pas apparaître dans la 5e saison de Yellowstone en raison des problèmes juridiques persistants auxquels il est confronté. Cela vient s'ajouter au fait que les choses sont déjà difficiles. Il est possible qu'il ne soit pas en mesure d'apparaître dans la série, qui constitue la partie décisive de son récent renouveau de carrière. C'est quelque chose qu'il dit depuis un certain temps déjà. La probabilité que cela se produise ne fait que contribuer à rendre encore plus pesante l'incertitude dans laquelle il se débat actuellement. En plus des tourments psychologiques considérables qu'il traverse actuellement, ses difficultés professionnelles deviennent de plus en plus évidentes. Alors que Kevin Costner traversait déjà une période difficile dans sa vie, il a récemment surmonté un divorce à la fois connu du grand public et relativement coûteux. Dans une période de sa vie déjà pleine de défis, cela a ajouté une difficulté supplémentaire à la situation. Il ne fait aucun doute qu'il a été influencé par le fait qu'il s'est fortement engagé financièrement dans le projet Horizon. En outre, le poids que le divorce a fait peser sur sa situation financière a également joué un rôle dans son processus de décision. En ce qui concerne Costner, cette période a été marquée par de nombreux problèmes que l'on peut qualifier à la fois de professionnels et de personnels. L'un des nombreux points forts de sa carrière est le succès de Yellowstone, qui est l'un des nombreux points forts. Cependant, les difficultés qu'il a rencontrées avec Horizon ont jeté une ombre sur ce qui aurait dû être le couronnement de sa carrière. Il existe une incertitude considérable quant à l'avenir du projet, en plus des obstacles juridiques persistants auxquels il s'est heurté. Le projet a également payé un lourd tribut financier et émotionnel. Nous pouvons toutefois affirmer une chose avec une certitude absolue. Il est impossible de nier que Costner s'est engagé à atteindre son objectif. Depuis le début de sa carrière, il est un conteur d'histoire qui n'a pas peur de prendre des risques et de repousser les limites du possible dans l'industrie cinématographique. Il est un pionnier dans ce domaine. Il était prévu que Horizon soit un hommage à ce concept, une épopée immense et ambitieuse à la hauteur des grands westerns produits dans le passé. Horizon n'était pas digne de son potentiel. D'un autre côté, la réalité s'est révélée bien plus stimulante que ce que Costner aurait pu imaginer.